Bonsoir et bienvenue pour ce live 100% football. Un live ce soir un peu spécial parce qu'on a un invité de marque. C'est Philippe Malige, ancien arbitre international français, nous fait l'honneur d'être présent avec nous ce soir. Bonsoir Philippe. Bonsoir Dorian, bonsoir tout le monde. Merci à Jérôme qui s'occupe ce soir, en l'absence de Stéphane, des questions qui seront posées sur les réseaux sociaux et d'être à la régie pour cette émission. Donc, on va parler forcément sur un thème que tout le monde, un thème un peu particulier parce que l'arbitrage, voilà, c'est pas souvent qu'on en parle, c'est pas souvent mis en avant. Et nous, ce soir, on s'en occupe avec Philippe de vous parler un petit peu de l'arbitrage. Première question, Philippe, c'est ton parcours en tant qu'arbitre, puis arbitre de l'élite et arbitre international un petit peu. Explique-nous un peu ta carrière. Alors, ma carrière elle a duré 30 ans, donc je pense que je vais essayer d'être assez rapide et synthétique parce que sinon il va falloir allonger l'émission. J'ai commencé à l'âge de 14 ans au district Gard-Lozère et j'ai gravi progressivement tous les échelons de l'arbitrage parce que à chaque niveau il y a des classements et un arbitre que vous voyez évoluer en Ligue 1, un arbitre d'élite actuellement, il est passé automatiquement par toutes les catégories. Donc, moi, je suis arrivé en Ligue 1, ça devait être en 2004. J'y suis resté 8 saisons et j'ai arrêté en 2012. Voilà. Et donc, j'ai fait à peu près 140 matchs de Ligue 1. Je n'ai pas le nombre exact de matchs de Ligue 2 et quelques sorties internationales, dont certaines en Ligue des Champions en tant que quatrième arbitre. Quand on est arbitre, qu'on arrive à un certain niveau, ça devient plus compliqué, la charge de travail, surtout que à l'époque où vous arbitrez, vous étiez en train d'arbitrer, il n'y avait pas de professionnalisation de l'arbitrage. C'était pas encore la question où ça commençait justement à arriver. Moi, j'ai vécu un peu une période charnière, en fait. Quand je suis arrivé en Ligue 1, on était des amateurs qui étaient rémunérés. C'était un peu un statut bâtard parce qu'on payait des impôts, ce qui est normal, sur ce qu'on touchait, mais on n'avait pas de statut social, on n'avait pas de statut professionnel. Il y a eu on va appeler ça des revendications, parce que on pouvait pas, on était les seuls amateurs sur un terrain de football et il y avait de plus en plus d'exigences. Il fallait que on offre un confort financier aux arbitres pour qu'ils puissent consacrer beaucoup plus de temps à l'arbitrage et à leur préparation, les entraînements, etc. Donc, dans un premier temps, ça je l'ai connu, il y a eu une évolution à la fois des rémunérations et des obligations des arbitres parallèlement, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de présence obligatoire en termes de stage, en termes de rassemblement, de réunions, de tests physiques, et aussi de présence sur les lieux du match. Je m'explique, c'est-à-dire qu'avant, les arbitres de première division arrivaient à midi le jour du match. Là, on les a obligés à arriver la veille et à repartir le lendemain. Donc, ça, on peut parler de professionnalisation. Et il y a eu une dernière étape que je n'ai pas connue et qui s'est déroulée depuis 4-5 ans. C'est carrément des arbitres. Alors, ça a été progressif. Il y a eu une première partie du groupe des arbitres d'élite qui a bénéficié de ce statut, puis une deuxième, et après, dans un troisième temps, l'ensemble des arbitres a profité de ce système. C'est-à-dire que les arbitres ont un contrat avec la fédération, un contrat à temps comme les joueurs, et ils ont des rémunérations en conséquence, et des rassemblements encore plus réguliers. Moi, à mon avis, beaucoup trop, mais voilà. Donc, ce qui permet aux arbitres, quand ils le souhaitent, même si certains ne le font pas tout à fait, de se consacrer à 100% à l'arbitrage.
et d'être au moins plus performants, ne serait-ce que physiquement et dans leur préparation de match. Donc il y a une partie d'arbitres, alors très restreint, peut-être 4 ou 5 qui sont affiliés à la 3F. Et le reste, par contre, eux ont une activité professionnelle derrière. J'ai du mal à m'exprimer. Là, à l'heure actuelle, tous les arbitres de Ligue 1, je crois qu'ils sont 22, ont un contrat avec la fédération. Sachant que ce sont des travailleurs indépendants, ce ne sont pas des salariés de la fédération. Donc, du jour au lendemain, leur contrat ne peut ne pas être renouvelé, ils sont rétrogradés en division inférieure. Enfin, voilà. Et ça a été fait pour justement permettre aux arbitres de se consacrer au maximum à leur activité sportive. Mais certains consacrent 100%, font que ça, voilà, font de l'arbitrage à 100%. D'autres ont aménagé leur temps de travail parce que peut-être ce statut aléatoire ne les engageait pas à abandonner leur profession qu'ils avaient par ailleurs. Parce que là, du jour au lendemain, on n'est pas à l'abri ni d'une blessure, ni d'un non-renouvellement de contrat. Et l'arbitre qui a une profession stable, par ailleurs, s'il abandonne, il se retrouve sans rien au final. Donc, il y a beaucoup d'arbitres qui continuent, ou à mi-temps, ou à temps partiel, enfin voilà, qui ont aménagé leur temps de travail et qui, d'un côté, sont arbitres et de l'autre côté, continuent à travailler. D'accord, donc merci pour avoir un peu éclairci ce point-là, parce que les joueurs, eux, sont professionnels, ils font ça à temps complet, mais les arbitres, eux, c'est totalement différent. Et d'ailleurs, il y a même un syndicat qui a été créé, si Oui, je voilà. suis Donc, bien renseigné, un syndicat des arbitres. voilà. Justement, suite à la professionnalisation et à l'obtention d'un statut social, donc ils sont devenus nous, là aussi, ça je l'ai connu, on est devenus des professionnels, puisqu'il y a eu la loi Lamour, je ne sais plus en quelle année, qui a donné un statut juridique aux arbitres. Et du coup, il y a un syndicat qui s'est créé, le SAF, le syndicat des arbitres du football d'élite, qui est l'équivalent de l'UNECATEF pour les entraîneurs. Non, l'UNECATEF, c'est une amicale, mais de l'UNFP, par exemple, pour les joueurs, et qui défend les intérêts des arbitres de premier plan, de Ligue 2 et de National, ainsi que les féminines qui évoluent en première division. Ok, bon, mais très bien, mais merci Philippe. Quand on arbitre, forcément, on croise beaucoup de monde, des présidents, des entraîneurs, beaucoup de joueurs, ça c'est sûr, forcément. Est-ce qu'il y a un peu des anecdotes à nous raconter un petit peu lors de quelques rencontres, de certains matchs un peu plus importants que d'autres, je sais pas. Alors, moi, quand Des on me situations demande un peu cocasses. oui, ben voilà, justement, quand on me demande une anecdote, moi, j'ai toujours une action, enfin, quelque chose qui m'est arrivé au Vélodrome. Voilà, rien que ça, il y avait presque personne donc, pour assister à ça. C'était, en fait, à l'origine, c'était un 23 décembre, le match. Je devais pas être désigné, donc je vais être de repos à la maison. Et puis, j'ai un collègue arbitre qui était sur le match et qui est tombé malade. Donc, au dernier moment, on m'a appelé pour aller arbitrer Marseille-Auxerre. Dernier match avant la trêve. Donc, ce n'était pas prévu. De toute façon, ça n'a rien à voir. Mais le match commence et sur un corner, je ne sais plus le nom du défenseur d'Auxerre, qui commence un peu à s'attraper avec Baki Koné, le petit attaquant, je crois qu'il était ivoirien, je ne sais pas si tu t'en rappelles de lui, qui jouait à Marseille. Voilà, il s'attrape, il commence à être un peu front contre front. Moi, je m'interpose, je calme tout le monde. Et du coup, et le jeu reprend. Et puis moi, j'avais ça en tête en disant il faut que je surveille ces deux joueurs parce qu'ils sont énervés, il ne faudrait pas qu'ils fassent une bêtise sur le coup de l'énervement. Et puis un peu plus tard, dans le match, je suivais une action de jeu et un peu en dehors de mon champ de vision, mais j'apercevais quand même les joueurs. Je crois voir Baki Koné donner un coup de coude à un joueur d'Auxerre qui s'appelle Birsa, Walter Birsa. Voilà, pas confondre avec un entraîneur de Marseille. Et le joueur d'Auxerre tombe en se tenant le visage. Donc pour moi, il n'y avait aucune
hésitation, aucun doute. Le joueur de Marseille avait mis un coup de coude et s'était vengé sur le joueur auxerrois. Donc, du coup, j'ai mis un carton rouge. Et là, tous les Marseillais sont venus vers moi. Alors, c'est pas rare que les joueurs viennent contester, mais pour quelque chose qui me paraissait tellement évident, la réaction des Marseillais me paraissait disproportionnée. Donc, je me suis dit, j'ai dû manquer quelque chose. Il y a un truc qui s'est passé où j'ai dû me planter. J'interroge par le biais du micro-oreillette mon arbitre assistant qui me dit, excuse-moi, mais moi, je suivais le hors-jeu, j'ai rien vu. Donc, ne viens pas me voir, je ne pourrais pas t'aider. Là, c'est un grand moment de solitude. Hein. Ah ben là, forcément. Un joueur local au Vélodrome, je te dis, fais pas de dessin. Ton assistant, c'est normal, il suit l'action de jeu, donc il ne peut pas t'aider. Et tu as vraiment l'impression que tu es passé à travers de quelque chose. Donc, du coup, j'ai fait un coup de bluff et je suis allé voir la victime et je lui ai dit, est-ce qu'il vous a fait mal ou qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il a été très fair-play parce que là, il m'a sauvé la mise. Hein. Il a dit non, on s'est télescopé, il n'a pas fait exprès, il n'y a rien du tout. Donc là, du coup, j'ai appelé les capitaines et j'ai signifié que j'annulais le carton rouge aux joueurs de Marseille. Voilà. Ça, pour moi, c'est unique dans 30 ans de carrière. Je n'ai jamais vécu ça une autre fois. Je tire un grand coup de chapeau aux joueurs Bilsa d'Auxerre d'avoir été assez fair-play. Et pour la petite histoire, le fair-play a été récompensé parce qu'au final, Auxerre avait gagné 2-0 à Marseille. En plus. Voilà. Ah, effectivement, c'est vrai que les arbitres sur le terrain, on ne doit pas se rendre compte, mais l'atmosphère déjà dans les tribunes, vous le sentez le match qui s'annonce tendu. Voilà, une fin de saison où ça se joue à pas grand-chose pour la montée, pour descendre. En haut de classement, ça se joue pour la Ligue des Champions, l'Europa League. Comment justement ces matchs-là sont vus, préparés? Tout à l'heure, je parlais de préparation de match. Ça en fait partie. Bon, à mon époque, oui, on parle de la préhistoire, mais de toute façon, on suit l'actualité du football. On sait les équipes qui sont au haut du classement, celles qui sont en bas. Voilà, et on connaît le contexte. On connaissait à mon époque déjà le contexte du match qu'on allait arbitrer. Le règlement, il est pareil, il ne change pas parce qu'une équipe joue la montée ou la descente, mais ça fait rien. On se prépare psychologiquement pour avoir peut-être des moments de pression ou du public ou des joueurs, etc. Maintenant, les arbitres, ils ont accès à des moyens informatiques sur Internet, des bases d'images, etc. J'ai pas le nom le nom me vient pas là du site, mais ils préparent les matchs en voyant quels qu'ils soient les matchs, même le premier de la saison, en étudiant les joueurs, les tactiques employées, etc. Donc, ils ont en plus de nous des moyens informatiques pour préparer les matchs. Alors après, quant au contexte du public qui pourrait jouer ou, comme j'ai dit tout à l'heure, un arbitre qui arrive au haut niveau, il est passé par toutes les catégories intermédiaires. Donc, il n'arrive pas du jour au lendemain, il ne passe pas de la promotion d'honneur avec 50 spectateurs à la Ligue 1 avec 20, 30 ou 50 000 spectateurs. Donc, il a été préparé et ceux qui arrivent à ce niveau-là, ils ont une capacité de maîtrise de soi et de maîtrise de la tension qui est peut-être au-dessus de la moyenne. Donc, de manière consciente, ça ne peut pas influencer sur l'arbitrage. Parce que finalement, on n'a jamais trop vu. Alors, si peut-être une fois, c'est un arbitre perdre son sang-froid, on se rappelle de Tony Chaperon, je ne vais pas refaire le film, mais voilà, il y a une préparation quand même mentale qui est fait aussi en amont, parce qu'on ne peut pas se retrouver comme vous étiez en train de dire, un match de 50 spectateurs à un match comme par exemple je donne les Costières parce que bon, Nîmes est pas loin, à 15 000 personnes du jour au lendemain. Il y a une préparation mentale quand même qui est faite. La préparation, oui, c'est dans la préparation du match. Mais encore une fois, le mental, la force de caractère, la résistance à la pression, l'arbitre va se le forger au fur et à mesure de sa carrière.
un arbitre qui arrive en Ligue 1, son premier match, il va certainement être moins serein dans sa tête que celui qui finit sa carrière au bout d'une dizaine d'années. Ça, c'est évident. C'est la même façon qu'un joueur qui arrive aussi, il va être un peu plus fébrile. Moi, de toute manière, peut-être que dans l'interview, j'aurai l'occasion de le répéter, je fais toujours un parallèle entre les joueurs et les arbitres. On est des hommes et des passionnés d'un côté comme de l'autre, et on a des sentiments d'un côté comme de l'autre. Je reprends mon cheminement. Un joueur qui arrive pour la première fois, qui est sélectionné avec l'équipe 1 qui va jouer en première division, encore une fois, devant des stades pleins, avec un adversaire de qualité, il va peut-être être moins serein, il va peut-être avoir des gestes voilà, plus hésitants, moins libérés que celui qui a 33 ans et qui est né à 10 ans de Ligue 1. Un arbitre, c'est pareil. Il y a une préparation d'avant-match, ça c'est sûr. Il y a ce qui se dit aussi à la mi-temps. Voilà, est-ce que vous avez 15 minutes? Est-ce que vous arrivez à débriefer une mi-temps de 45 plus le temps réglementaire? Est-ce que vous arrivez en 15 minutes à faire le point avec les assistants, à dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement La mi-temps, elle est faite à la fois pour se reposer, pour récupérer. Je pense que moi, je vais parler pour moi, je ne suis pas dans les vestiaires des autres collègues, mais je me doute que c'est à peu près la même chose. Donc, quand on rentre dans les vestiaires en provenance du terrain, on va quand même commencer à se reposer, à souffler, à éponger sa transpiration, à boire, etc. Et après, effectivement, on peut revenir assez rapidement sur ce qui s'est passé pendant la première mi-temps, s'il y a eu un loupé, voilà. Si l'arbitre se sent bien, voilà, il y a un débriefing. Il n'y a pas besoin de prendre 2 heures pour faire ça. Il y a nécessairement un débriefing, positif ou négatif. Des fois, on peut entre guillemets, se chamailler sur une action de jeu parce que l'arbitre n'a pas écouté son assistant ou inversement. Mais effectivement, ça fait partie du temps de la mi-temps. Ouais. après le match, alors, pour avoir vu des reportages, bien sûr, hein, en amont de cette émission, il est débriefé le match le lundi à la fédération. Qu'est-ce qu'il est dit à ce moment-là? Est-ce qu'il y a que l'arbitre principal? Est-ce qu'il y a les assistants aussi qui sont présents? Voilà, qu'est-ce qui est dit exactement dans ces moments-là? Moi, alors, juste une petite parenthèse, quand j'ai fini ma carrière, ma carrière d'arbitre en activité, je suis devenu observateur. Observateur, c'était une fonction qui nous a mené, nous, anciens arbitres, à aller sur les stades, assister à un match et noter la prestation de l'arbitre. Donc, ça passait effectivement par un débriefing juste après le match dans les vestiaires. Alors, pendant le match, on notait toutes les actions qui pouvaient donner lieu à discussion ou ce que l'arbitre avait fait de bien ou de pas bien. Si j'en fais plus partie du corps des observateurs, c'est que le régime, entre guillemets, ne me convenait plus parce que maintenant, il y a de moins en moins d'observateurs et leurs appréciations ne servent plus trop à grand-chose. Ce débriefing-là, il est fait maintenant à distance par les membres de la DTA, la direction technique de l'arbitrage, mais par téléphone ou par visioconférence. Les arbitres ne vont pas à Paris juste pour débriefer pendant une demi-heure. D'accord. Là, ils sont évoqués les points techniques. Un arbitre ne fera jamais un match parfait. Même si il prend les bonnes décisions, il y aura toujours quelque chose à apporter en termes de déplacement, en termes de comportement avec les joueurs. Voilà. Et encore plus s'il y a eu des décisions qui ont été prises et qui sont erronées. Donc là, ce n'est pas le tout de pointer l'erreur, il faut aussi essayer de voir pourquoi l'arbitre s'est trompé, est-ce qu'il était mal placé, comment il peut faire pour éviter de la renouveler. Voilà, ça fait partie d'un débriefing. D'accord, merci Philippe. Pour cette partie d'avant, pendant et d'après-match, parce que voilà, c'est quelque chose aussi d'important, c'est un travail qui est fait. J'ai une autre question, c'est quel a été le match le plus difficile
en 30 ans de carrière à arbitrer? Est-ce qu'il y en a eu qu'un? Est-ce qu'il y en a eu deux? Mais vraiment un en particulier qui est, je dirais pas traumatisant. J'en viendrai pas là, mais voilà, qui a été vraiment très tendu, que ce soit sur le terrain, euh, sur le bord et dans les tribunes. Bah, si tu parles des 30 ans de carrière, c'est compliqué parce que j'ai dû en avoir quelques-uns quand même. Et vers la fin, plutôt, alors, dans ces cas-là, peut-être, ou en début, en milieu. Bah, je vais en sortir deux de matchs. Alors, chronologiquement, c'est un qui s'est passé à l'époque de la CFA2, le National 3 maintenant, où je suis désigné pour faire un match à Calvi, donc en Corse, contre la réserve de Saint-Étienne. Et au bout de 5 minutes de jeu, il y a un joueur de Calvi et un joueur de Saint-Étienne qui est encore maintenant très connu, puisque c'est Patrick Guillou qui est commentateur sur Bein de la Bundesliga. Il y en a un qui fait une faute sur l'autre se rebiffe, lui met une claque ou un coup de poing. Donc forcément, le premier réplique, et puis ça tourne en bagarre générale. En 5 secondes, j'avais 22 joueurs qui se battaient, plus les remplaçants, les entraîneurs et les dirigeants qui étaient sur le terrain. Enfin, ça a été bon. Et bon, du coup, là, dans ces cas-là, forcément, j'ai mis un rouge à chaque joueur, puisqu'il y avait coup réciproque. Alors, dans ces cas-là, tu ne peux pas exclure tous les joueurs qui se battent, parce que sinon, tu arrêtes le match et ce n'est pas une solution. Donc là, j'ai pris Mais les au deux moins qui. les deux protagonistes qui ont Voilà, déclenché. voilà. Parce qu'une bagarre générale, sur un terrain de foot, là, j'en ai vécu quelques-unes. C'est pas rigolo, mais ça part d'un coup et ça s'arrête d'un coup. Il n'y a pas de raison spécifique, on dirait un soufflet qui tombe d'un coup. Voilà. Donc, quand ça a été fini, j'ai pris les deux protagonistes, je les ai expulsés. Les joueurs expulsés ne pouvant pas rester normalement, j'y reviendrai sur le terrain, ils longent la ligne de touche pour entrer au vestiaire. Et il y en a un qui s'est adressé à l'autre de manière certainement peu polie. Donc, ils se sont rebattus et rebagarrent en général. Donc là, j'ai fait rentrer tout le monde au vestiaire. Et j'ai appelé les capitaines et les dirigeants en disant voilà, maintenant, ça ne peut pas continuer comme ça. On va reprendre le match, mais au prochain problème, je l'arrête définitivement. On se retrouvera en commission de discipline. Et là, j'ai fait justement quelque chose que voilà, j'ai privilégié, on va dire, l'esprit du règlement plutôt que la lettre. Les dirigeants de Saint-Étienne m'avaient demandé à ce moment-là que le joueur de Patrick Guillou reste sur le banc de touche le restant du match, jusqu'à la fin du match, au lieu d'être en tribune, parce que sinon, il aurait été lynché par les spectateurs. Quoi. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai accepté ça, et depuis, on est devenus amis parce qu'il m'a toujours dit ce jour-là, tu m'as sauvé la vie. Quoi. Voilà. Donc Et le finalement, match, d'une situation compliquée, elle a fini quand même, elle a fini bien dans l'histoire. bien parce que le match ça est allé à son terme, mais il a fallu être très présent parce que chaque contact pouvait déclencher encore des problèmes. Quoi. Mais j'ai fait 4 ans, je crois, 4 ans de CFA. Et en tant que Nîmois, j'allais surtout en Méditerranée, Marseille, enfin voilà, Bouches-du-Rhône, Var, etc. Là où il y a le sang chaud, quoi. Après, j'allais aussi en Rhône-Alpes ou en Midi-Pyrénées, mais je veux dire, en 4-5 ans, je pense que c'est quelque chose qui a été très formateur et qui m'a suivi et qui m'a servi tout le long de ma carrière. Et le deuxième match qui me vient aussi, qui a été très, très compliqué à gérer, là, c'est en première division, c'était Nice-Nancy, un mois avant, en championnat, donc, un mois avant que les deux équipes se retrouvent en finale Coupe de la Ligue. Je ne sais pas si tu te souviens, je crois que c'était en 2009, où il y a eu une finale Coupe de la Ligue Nice-Nancy, ouais. où Nancy avait gagné un peu contre le cours du jeu parce qu'ils étaient sur le papier moins bons, mais bon, c'est eux qui ont gagné. Et un mois avant, on me désigne pour faire le match de championnat. Et dans l'avant-match, justement, quand on se rend compte, parce que nous, on arrive sur le stade à peu près 1h30, 2 heures avant le match, de les joueurs aussi, on se croise dans les couloirs, on se salue, on fait le tour du terrain. Et avec mes assistants, on trouvait que les joueurs des deux équipes étaient anormalement conviviaux entre eux.
En règle générale, les joueurs se connaissent, etc. Ils se serrent la main, ils se font des sourires. Mais là, on disait, mais c'est pas possible, ils sont tous copains, c'est bizarre, il faut se méfier. Ça a été le seul moment où ils ont été amicaux. Ça a été un match de boucher, en fait. Alors, pour ceux qui ont connu le stade du Ré, c'était une ambiance qui était très, très chaude. Et là, ça a été une boucherie. Voilà, Nancy avait fini à 10. On avait, nous, je pense, bien tenu le match. Donc, du coup, les joueurs s'étaient tenus, enfin, avaient été maîtrisés. Et au coup de sifflet final, il y a eu une bagarre générale dans le couloir des vestiaires où il y avait, bon, à l'époque, il y avait Cyril Roll. Enfin, voilà, je cite que lui, mais ouais, c'était. Je crois qu'il y avait Balmont aussi, Florent Balmont, qui jouait encore à Nice. Il y avait des joueurs de caractère, on va dire, et ça avait été du sport, quoi. Voilà. Du sport aussi, mais pas Là sur le aussi. terrain. Voilà. Voilà, mais Voilà. c'est vrai que des fois, on peut le voir, hein, que certains matchs, on le sent à l'avance. Est-ce que tu as arbitré un Noël Saint-Étienne? Non, alors, pas en tant qu'arbitre central, mais en tant que quatrième arbitre, j'ai effectivement Ça doit être encore participé à aussi des compliqué derbys. même. Ouais, mais franchement, c'est très médiatisé, monté en épingle dans les médias, la télé, etc. Sur le terrain, les joueurs, bon, il y a quand même, il y a quand même de l'engagement, il y a quand même, voilà. Mais les joueurs, dans la grande majorité, ils se respectent, quoi, hein. C'est des professionnels. Peut-être qu'à l'époque, les derbies, quand il y avait que des Lyonnais qui jouaient d'un côté, que des Stéphanois ou que des Parisiens et que des Marseillais, il y avait une dimension qui a plus maintenant parce que les joueurs ils défendent un maillot, mais c'est pas forcément l'année d'après, ils sont peut-être dans un autre club. Enfin, il y a peut-être moins de passion et voilà, de tension de la part des joueurs que ce qu'il peut y en avoir en tribune ou dans la presse par l'intermédiaire des présidents. Voilà. Mais ça reste quand même des matchs à part parce qu'effectivement, il y a toute une pression et un contexte qui est particulier. Un OM PSG déjà arbitré ou un PSG OM? Donc, le quatrième Quatrième arbitre, arbitre. oui, mais ouais. C'est souvent, maintenant, ce genre de matchs, ils sont arbitrés ou par Clément Turpin ou par Rudy Buquet, Benoît Bastien. Enfin, dans chaque génération d'arbitres, il y a trois, quatre arbitres qui font toujours ces gros, gros matchs. À mon époque, moi, il y avait Bertrand Layec, il y avait Laurent Duhamel, Éric Poulain. Bon, voilà, ces matchs-là, ils étaient réservés au top, ceux qui ont fait des. Bon, Bertrand Layec n'a jamais fait de compétition euro ou du monde, mais les deux autres, oui. Voilà, c'était les top classes au niveau arbitre qui faisaient ce genre de match. Et moi, j'avais la chance de participer à la direction de ces matchs-là en tant que quatrième. Donc il faut pas s'étonner en fait parce que les gens s'étonnent souvent de voir Clément Turpin, Benoît Bastien euh, arbitrer en fait les rencontres de l'OL, OL Saint-Étienne, OLOM ou PSG Marseille. Mais en fait, c'est Ben, parce que ils font oui, partie de ces top arbitres. C'est pas, ben, voilà, ça n'a rien à voir avec autre chose. ah ben, non, non, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a dans chaque. Là, voilà, par exemple, aujourd'hui sont tombés les classements des arbitres fédéraux de toutes les catégories. Les trois premiers, c'est Clément Turpin, Benoît Bastien et Rudy Buquet. Donc, c'est des arbitres qui sont habitués à faire des matchs de Ligue des Champions. Clément Turpin a fait une Coupe du Monde et un Euro. Il faut être costaud dans sa tête et dans son arbitrage pour faire ce genre de match. Et le fait d'avoir ces arbitres-là au milieu d'eux, enfin oui, au milieu d'eux, les joueurs les respectent beaucoup plus qu'un arbitre qui sera peut-être aussi bon, mais qui aura moins d'expérience, qui aura une carte de visite inférieure. Donc c'est pour ça que tous les gros matchs sont arbitrés sensiblement par les mêmes. Il y a aussi euh, Anthony Gauthier aussi, qui fait partie de cette catégorie d'arbitres avec un peu plus d'ancienneté. Voilà.
C'est pour ça qu'on voit toujours les mêmes. Et c'est normal. D'accord, merci. Et puis Clément Turpin, si je me rappelle, avait arbitré aussi une demi-finale, je crois, de Ligue des Champions la saison passée. Euh, Ligue des Champions, je crois que c'est plutôt de l'Europa League. Mais, Ou non, mais l'Europa League, oui, je crois que c'était l'Europa League, c'était pas la Ligue des Champions, mais effectivement. C'est vrai que, justement, en parlant des arbitres internationaux, euh, il y a aujourd'hui une question qui se pose, c'est pourquoi aujourd'hui les arbitres français ne sont pas aussi représentés que certaines autres nations en fait dans les catégories UEFA et Coupe du Monde. C'est une question qui me vient comme ça maintenant parce que voilà, je pense que c'est aussi une question qui doit se poser par d'autres personnes. ouais, alors il y a eu quelques coupures dans la connexion, mais j'ai cru comprendre que c'était pourquoi les arbitres français ne sont pas assez représentés au niveau international, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. Alors déjà, il faut relativiser parce que, encore une fois, on va parler encore des mêmes, hein, mais on a Clément Turpin et un Benoît Bastien qui font partie du groupe élite des arbitres internationaux. C'est une catégorie où il n'y a pas beaucoup d'arbitres. C'est le plus haut niveau de l'arbitrage mondial. Donc déjà, ils sont deux à en faire partie. Rudy Buquet est juste à la catégorie qui est en dessous, mais qui est déjà une belle catégorie. Donc on est assez bien représenté en nombre au niveau de l'arbitrage. Après, moi, à mon avis, c'est pas une question à mon goût, hein, à mon avis, c'est pas une question de compétence. C'est une question d'influence de l'arbitrage français dans les institutions internationales. On a la malchance d'avoir un dirigeant, enfin, un directeur technique de l'arbitrage qui est un illustre inconnu au niveau international. Et quand, et quand il va, je ne sais même pas s'il se mouille pour ses arbitres, mais quand il a en face de lui des pointures comme Colina ou Howard Webb, etc., qui ont eu des carrières fantastiques avec des cartes de visite à rallonge, enfin des CV à rallonge, ben forcément, on n'est pas influent. Et à ce niveau-là, c'est autant de la compétence que des arbitres que du lobbying et des. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est ce qui pêche pour moi dans l'arbitrage français. Parce que, alors, je ne sais pas si ceux qui nous voient ou nous écoutent vont réagir, mais objectivement, alors il y a des choses à améliorer, évidemment, hein, mais la valeur de l'arbitrage français, elle n'est pas forcément inférieure, comme tout le monde veut bien le dire ou le penser, euh, par rapport à d'autres pays. Des erreurs, il y en a en Italie, il y en a en Espagne, il y en a en Angleterre. Il y a des erreurs partout parce que ben, l'arbitrage, même si maintenant il y a des aides vidéo, l'arbitrage est humain, donc l'humain n'est pas infaillible. Mais voilà, s'il y a un manque de représentation à partir des demi-finales et des finales, que c'est principalement pour moi à cause du manque de représentation au niveau. D'accord, merci Philippe. On va passer à la suite. Le match où tu as pris un réel plaisir à arbitrer ton meilleur match que tu aies vu, du coup, en tant qu'arbitre sur le terrain. Est-ce qu'il y en a un en C'est particulier compliqué. On l'imagine, c'est vrai qu'en 30 Ah, ans, c'est quelque chose d'énorme parce que on le rappelle pour ceux qui nous regardent, tu es une pointure dans l'arbitrage français international, mais il y a forcément peut-être un match qui ressort, un match ou deux peut-être, un souvenir. ah, un match ou deux, franchement, c'est compliqué parce que j'ai eu la chance de vivre des choses formidables. Je vais citer allez, je vais citer des matchs que j'ai fait en tant que quatrième arbitre en Ligue des Champions parce que la Ligue des Champions, c'est quand même quelque chose de particulier, c'est vraiment au-dessus de tout. Quand vous rentrez sur le terrain et que. Donc, je précise, j'étais quatrième arbitre. Hein, je faisais partie de l'équipe de Stéphane Lannoy qui était numéro 1 français pendant plusieurs années et qui avait eu la gentillesse de me prendre dans son équipe.
Donc, Parce que là, grâce à lui, c'était lui qui choisissait ses arbitres, en fait, oui, oui, pour la compagnie. il constituait son équipe, ses assistants, alors, dans un deuxième temps, il y avait les arbitres additionnels. Donc, quand on partait sur un match, il y avait l'arbitre central, le quatrième arbitre, les deux assistants et les arbitres additionnels derrière les bancs. Donc, c'est lui qui constituait son équipe. Parce que il devait avoir sûrement des critères à la fois amicaux et de compétences. Voilà, parce que le match de Ligue des Champions, encore une fois, c'est bien au-dessus de ce qu'on peut vivre au niveau français. Et donc, grâce à lui, j'ai pu aller dans des stades mythiques. Je suis allé à Barcelone, je suis allé au Bayern de Munich. Voilà. C'est des choses, quand vous rentrez dans ces stades-là qui sont remplis à ras-bord avec la musique de la Ligue des Champions, vous avez beau avoir de l'expérience, vous avez quand même les poils qui se hérissent, quoi, parce que c'est vraiment particulier, quoi. Et puis, sur le terrain, c'est du très haut niveau. Quand je vais dire une banalité, mais quand vous êtes au ras du sol et que vous assistez au festival de Lionel Messi sur le terrain, ça va à 200 à l'heure. À la télé, ça va vite, mais à ras du sol, je peux vous dire que c'est impressionnant. Et là, il y avait une communication vidéo quand Messi rentrait dans la surface de réparation. C'était alerte générale parce qu'il était tellement rapide, il avait tellement un mouvement de jambes rapide qu'on avait toujours peur qu'un défenseur, de manière maladroite, le touche et le fasse tomber pour provoquer un penalty. Donc, on était tous focus sur ses jambes, sur le ballon. Enfin, voilà, ça, c'est des émotions qui sont énormes à vivre, quoi. Au niveau français, j'ai fait aussi, en tant que quatrième arbitre, j'ai participé à des finales de Coupe de la Ligue et Coupe de France. La Coupe de France, c'était Rennes-Guingamp. Et l'arbitre central, c'est un ami en plus que je continue à voir assez régulièrement, c'est Thierry Aurillac de Toulouse. Donc, participer à une finale au Stade de France avec un ami qui est au sifflet, là aussi, c'était fantastique. Et après, je peux pas sortir un match de Ligue 1 plus qu'un autre. Enfin, c'est compliqué. Chaque match est différent, c'est C'est ça, différent. Alors, il y a eu chaque contexte, chaque. Oui, voilà. Moi, puis généralement, j'estime que j'ai été chanceux, mais je l'ai provoqué la chance, mais j'ai eu la chance de vivre 8 années fantastiques en Ligue 1 et même les années précédentes plus bas. L'arbitrage, c'est une passion, donc quand on la pratique, c'est fantastique, quoi. Et quand on commence, on a, comme les joueurs, euh, l'ambition ou le rêve d'évoluer au plus haut niveau, et quand on l'a atteint, voilà, c'est un rêve qui devient réalité, quoi. Vous faisiez dédicacer des maillots. C'était possible ça par rapport aux joueurs Alors, dédicacé, de... non. Alors, je ne sais pas si tu as regardé ce que j'ai publié sur mon profil Facebook en termes de souvenirs, etc., que j'avais accumulé pendant ma carrière. Je ne sais pas si tu les as vus ou pas. J'ai regardé un petit peu. Hein. Ouais, il y en a pas mal. Hein. Alors déjà, il y a des clubs français en championnat de France ou à l'international. Quand vous venez arbitrer ces matchs-là, ces clubs-là, ils vous offrent systématiquement un maillot. Il ne faut pas voir le mal où il n'y est pas. C'est juste un cadeau de bienvenue et qui est toujours offert après le match. D'accord. Qu'on soit très clair là-dessus. Il n'y a pas de. Puis on n'achète pas un arbitre avec un maillot. Voilà, ça fait partie des bienséances, de l'accueil, etc. Donc à la fin du match, que le match soit bien passé ou mal passé, que l'équipe locale ait gagné ou perdu, il y a toujours, parce que là, il y a toujours un commissaire au club qui est assez neutre, qui est neutre en général, qui vient et qui offre des maillots. Donc là, on peut avoir des maillots et ça fait des souvenirs. Moi, je les ai gardés parce que j'ai toujours été un gamin, hein, je le suis toujours. Et après, c'est vrai que c'était mal vu, déconseillé, voire peut-être même interdit à un arbitre de demander un maillot à un joueur. Il y en a certains qui se sont fait un peu taper sur les doigts parce que ça a pris des proportions qui étaient un peu démesurées. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer des joueurs pendant un certain nombre de temps,
nouer des relations, peut-être pas d'amitié, mais en tout cas d'estime réciproque. Et à la fin du match, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, on est des passionnés, nous aussi. Et quand le match s'était bien passé, ça m'est arrivé de demander à un joueur son maillot. Mais je ne demandais pas au plus connu, je demandais à celui avec qui j'avais le plus d'affinité, qui, la plupart du temps, et quasiment tout le temps, me le donnait avec plaisir. Mais si je l'avais, je n'ai pas 25 maillots du même joueur non plus. Je n'ai pas abusé non plus. Je lui avais demandé une fois, ça me fait plaisir. Et encore une fois, maintenant, de temps en temps, je les regarde. Voilà, ça me rappelle des matchs, ça me rappelle des contacts que j'ai eus avec certains. Voilà. Merci, merci Philippe. Il y a une question qui revient là sur les réseaux sociaux et que je remercie que Jérôme me fait remonter. On va revenir sur le cas de Messi. C'est pas compliqué de rester concentré sur le déroulement du match et de se dire que en fait finalement on est que spectateur. Voilà ce qui me revient. Non, on ne peut pas être spectateur sur un match. Un arbitre qui est spectateur, il va passer à travers quelque chose. Il faut qu'il soit vraiment investi, qu'il soit concentré, qu'il soit imprégné du match. Si on est spectateur, c'est le danger aussi, mais encore une fois, je me répète, mais les arbitres qui arrivent à ce niveau-là, ils ont franchi tous les caps, tous les paliers, et ils sont forgés pour affronter ce genre de match, quoi. Moi, c'était un peu plus facile, et encore que j'essayais justement de rester concentré, mais c'était plus facile d'observer ou j'aime pas le terme de spectateur, mais l'arbitre central, moi quand j'arbitrais, il y avait des fois à la fin du match où le lendemain, des collègues me disaient, mais tu as vu tel joueur, non, j'ai pas vu parce que j'étais centralisé, j'étais concentré sur les pieds, quand on arbitre un match, on n'a pas la même vue, on n'a pas la même perception de ce match-là qu'un spectateur dans les tribunes. La notion de spectateur, il y a Et toujours une justement, passivité, donc on ne peut pas être passif. voilà, c'est ça, c'est justement c'est ce que j'allais dire, c'est que on peut pas, il faut rester concentré du début jusqu'à la fin, quoi. Ouais. Il y a aussi une autre question, mais celle-ci concerne quelque chose qui a eu lieu récemment, hier. La commission de la LFP s'est réunie concernant la Ligue 2 Dominos qui passera à 22. Euh, qu'est-ce que tu en penses d'une Ligue 2 à 22? J'avouerai que je n'en passe pas grand-chose, puisqu'on a la chance à Nîmes d'avoir été maintenu. Ce qui est. Alors voilà. Par rapport En tant du que coup aux niveau. arbitres, du coup il va y avoir plus de matchs à arbitrer la saison prochaine. Je crois que l'Assemblée générale, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, des clubs de Ligue 2, a voté pour cette éventualité, mais il faut savoir que la C'est Ligue. la FFF qui décide après. Voilà. La Ligue nationale est qu'une émanation de la 3F et le patron, la fédération qui est délégataire du ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est la Fédé, c'est pas la Ligue. Donc, si le GRET ou le COMEX, le comité exécutif, c'est le gouvernement du football de la 3F, décide que l'année prochaine, il y aurait un club Ligue 2, il y aura 20 clubs à Ligue 2. Après, ce qu'on peut regretter, je ne sais en tant que ni moi, mais qu'on peut regretter, parce que forcément, quand on prend une décision, le convient à certains et pas à d'autres. Le club d'Amiens voudrait pas de descente. Le président de Lyon voudrait qu'on continue la saison pour éventuellement que son équipe puisse remonter. Celui de Rennes n'est pas d'accord parce que forcément, ça crée des gens des gens ou des équipes qui sont satisfaites, des clubs qui sont satisfaits et des gens des clubs qui se sentent lésés. Moi, franchement, Voilà. sur la question, j'ai pas trop d'avis, quoi. En fait. C'est un peu compliqué en fait à donner son avis, surtout que Soit, on est tellement dans une situation particulière et inédite que quelle que qu'on ne soit la sait même pas décision. quand est-ce que le championnat reprendra en fait. Oui, déjà. Et s'il reprendra, je pense qu'il reprendra À à huis huis clos. clos, mais bon, ça engage que moi-même.
Allez, on continue un petit peu. Il y a une question que j'avais, c'est le joueur qui t'a donné du mal euh, à le suivre sur le terrain. Bah, euh, à le Aujourd'hui, il suivre. y a Mbappé qui doit donner forcément des complications aux arbitres pour le suivre. Mais est-ce que Alors, je sais pas. il y a deux points qu'il faut dire, quoi. C'est que les arbitres sont des athlètes. Euh, Moi, maintenant, je ne le suis plus. Mais quand j'ai arbitré, voilà, j'avais des entraînements réguliers basés sur de la vitesse, de l'endurance. J'avais des séances de récupération. Maintenant, ils le sont encore plus parce que, ben, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont professionnels, donc ils ont plus de temps à consacrer à l'arbitrage. Il y a des exigences encore plus élevées. Donc, euh, pour la plupart des joueurs, les joueurs lambda, les arbitres peuvent les suivre entre guillemets facilement. Après, après il y a des joueurs exceptionnels que même les autres joueurs n'arrivent pas à suivre. On parle d'Mbappé. Donc là, on a un robot s'entraîner. Un arbitre robot s'entraîner, il n'ira jamais aussi vite que Usain Bolt, par exemple. Mais, et donc, du coup, la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que il y a, dans la technique d'arbitrage, il y a des déplacements, des façons de se déplacer, en fait. L'arbitre n'est pas obligé de courir en parallèle avec le joueur. Il peut avoir des recherches d'angle. En fait, l'arbitrage, je, je, rigole en disant ça, mais c'est facile. C'est juste une question d'angle de vue. C'est pas besoin d'être à 1 mètre du joueur. Il faut avoir le bon angle. Vous pouvez être à 1 mètre du joueur et être mal placé parce que vous voyez, je ne sais pas si on voit mes mains, mais si vous avez les deux joueurs qui sont devant vous comme ça, vous avez beau être très près, vous ne verrez pas ce qui se passe au milieu. Si vous êtes plus loin mais que vous êtes sur le côté, vous verrez l'action de profil et vous la verrez mieux. Donc les joueurs qui sont très rapides, un arbitre ne va pas s'obstiner à vouloir courir aussi vite que lui. On n'est pas dans une course olympique. Donc il va peut-être changer la trajectoire de sa course sur le côté, bifurquer pour pouvoir avoir un angle de vue en cas de duel avec un gardien de but, etc. Donc pour C'est pour citer ça un qu'on joueur, voit souvent les arbitres un peu plus en retrait finalement, pas dans l'action pour justement éviter de la gêner dans un premier temps et de se prendre un ballon, ce qui peut voilà. arriver et ce qui est déjà arrivé forcément à un moment donné. Mais du coup, ça permet aussi voilà de garder cet angle, si je comprends bien, et de pouvoir suivre en fait, mais sans forcément aussi donner de l'intensité physique finalement pour suivre les 90 minutes quoi. Ben, perso, un arbitre, maintenant, il doit faire entre une dizaine de kilomètres dans le match. Et c'est que des accélérations, des changements de direction, des courses arrière, des pas chassés. C'est une activité. D'ailleurs, tous les anciens pros, notamment j'ai Gaël Angoula en tête qui l'a dit, tous les anciens pros qui sont devenus arbitres de haut niveau, puisque en deuxième, ils ont dit que ça avait été un changement pour eux en termes d'entraînement d'exigence physique, parce que c'est pas du tout pareil que ce qu'on demande à un joueur. Un arbitre, c'est pendant 90 minutes, il va sans cesse courir, se déplacer, trottiner, accélérer, voilà. Et donc c'est très exigeant physiquement. Et en plus de ça, en plus de la condition physique à avoir, il y a une technique, encore une fois, à acquérir, qu'on arrive à acquérir au fil du temps, d'arriver à un compromis entre à ne pas être trop près pour pas gêner, ne pas être trop loin pour bien voir et avoir le bon angle de vue. Et c'est justement, on parlait des erreurs et des façons de les éviter par la suite. Quand il y a des erreurs, souvent, à la télé, ça me semble tellement évident, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait l'arbitre? Mais si on analyse la plupart du temps, on voit que l'arbitre a un mauvais angle, qu'il y a un joueur qui est passé devant le champ visuel de l'arbitre. Enfin voilà, c'est un métier. Merci. Merci Philippe. Euh, j'ai une question et en même temps c'est aussi une double question parce que je vais l'inclure aussi. C'est est-ce qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération aujourd'hui des arbitres avec la nouvelle technologie qui est mise en œuvre, la VAR, est-ce que ça les aide réellement cet outil-là et j'inclus également dans ça la manière dont l'arbitre communique aujourd'hui avec
les entraîneurs et les joueurs sur le terrain? Est-ce qu'il y a un manque de communication à ce niveau-là? Bon, il y a plusieurs questions dans ta question, hein, comme tu l'as dit. Euh, Moi, je sais trop comment l'arbitrage est difficile pour pouvoir me permettre de critiquer la génération, parce que c'est toujours plus facile de dire de mon temps c'était mieux, on était meilleur que non. On a fait des erreurs, il y a des erreurs toujours de commises. Les arbitres qui évoluent au haut niveau actuellement, euh, ils ont leur place à ce niveau-là. Après, si j'ai une critique ou oui, une critique à émettre, c'est plutôt dans la façon dont ils sont managés parce qu'on ne leur permet pas de s'exprimer, de communiquer. Donc, tu vois, je rebondis un peu sur la dernière partie de la question. Et pour moi, c'est dommageable parce que les arbitres de ce niveau-là, ils évoluent dans un contexte qui est très médiatisé, où tout le monde, président, entraîneur, joueur, à voix aux médias, peut s'exprimer, peut critiquer l'arbitrage ou autre, mais et eux, ils sont brimés, ils peuvent même pas avoir un profil sur les réseaux sociaux. Il faut quand même le savoir. Il y en a D'accord. quelques-uns qui en ont, mais sous des faux noms, etc. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Donc, moi, je trouve que, voilà, en termes de communication auprès des médias, auprès de l'environnement médiatique du football, il y a beaucoup à revoir ou même à créer, puisque, voilà. Ça, pour moi, ça serait déjà le premier point à mettre en place parce que l'arbitrage souffre, c'est une évidence, d'un déficit d'image et ça contribue à enfoncer les arbitres. On dit les arbitres, oui, ils sont dans une tour d'ivoire, ils ne communiquent pas vers l'extérieur. Moi, je peux te dire, je peux vous dire à tous que la plupart des arbitres, ils sont demandeurs de pouvoir s'exprimer. Et justement, tu vois, en parlant, je me rappelle que tu parlais de Tony Chaperon quand il avait pété un boulon lors de son dernier match à Nantes. Il faut savoir quand même que Tony Chaperon, dès la fin du match, il était encore dans les vestiaires, il voulait s'exprimer auprès des médias parce il avait compris qu'il avait fait une bêtise. Euh, il ne fallait pas être un prix Nobel pour le comprendre, mais bon, il l'avait vite réalisé. Et il avait demandé au directeur de l'arbitrage de pouvoir s'exprimer. Et le directeur lui a dit, Niet, tu ne parles pas. Donc, du coup, quelque chose qui aurait pu être étouffé de suite après, une demi-heure après le match, il se serait excusé, on l'aurait compris, voilà, de manière très humaine et, et assez rapidement. Eh bien, il n'a pas pu le faire parce qu'on lui a interdit de s'exprimer. Et ça, c'est pour tous les arbitres pareil. Alors, il y a une doctrine qui dit un juge n'a pas assez à parler et à expliquer ses décisions. Ça, c'est peut-être valable dans le civil, mais encore une fois, dans un monde médiatique, sachant que la direction de l'arbitrage ne monte pas au créneau pour défendre ses arbitres, je trouve très dommage que les arbitres ne puissent pas se défendre eux-mêmes et même ne serait-ce que communiquer sur. Voilà, il n'y a pas mort d'homme si un arbitre a un profil Facebook ou Twitter et commente ses matchs ou fait part de ses émotions et voilà, et partage sa passion. Quoi. Bon, mais ça leur est interdit. Alors après, Bien sûr. Davar, je ne sais pas si tu voulais. Oui, oui. Moi, je voulais juste rebondir avant de parler de la VAR. C'est justement, en fait, quand je t'ai proposé de faire ce live, de savoir est-ce qu'il y avait un arbitre actuel qui aussi pouvait venir sur le live et tu m'as répondu de suite que non, il n'y a que les anciens arbitres qui ont le droit de communiquer et les arbitres actuels ne peuvent pas venir. Nous, on aurait bien voulu accueillir un arbitre aujourd'hui comme François Le Texier, un jeune arbitre qui arrive aussi dans l'élite du football, un arbitre qui est aussi prometteur, qui sera peut-être aussi un excellent arbitre et qui arbitrera des grosses rencontres de Ligue 1 et peut-être même de Ligue des Champions. Voilà, c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a aucune question piège finalement. C'est voilà, c'est oui, Ah, la communication de l'arbitrage français, elle est muselée et elle est juste entre les mains une ou deux personnes qui, quand elles interviennent, font de l'autopromotion en citant des statistiques sur. Voilà. Mais bon, moi, je le déplore. J'ai toujours milité pour qu'on s'exprime, que voilà.
c'est pas le cas. Ça fait partie des raisons qui font que je ne suis plus dans le giron. Tu disais, il n'y a que les anciens arbitres qui peuvent s'exprimer. Il n'y a que les anciens arbitres qui ne font plus partie de la fédération dans la mesure où ils ne sont plus observateurs ou autres. Du moment qu'on fait partie de la fédération, on a des fonctions à la fédération, on a ce devoir de réserve et on a cette interdiction de s'exprimer. Et on nous dit d'ailleurs que c'est décevant d'apprendre là maintenant que Monsieur Chaperon, en fait, voulait s'expliquer juste après avoir commis ce geste, élément que personne n'avait. Donc voilà, finalement, bon, voilà, la personne est aussi un peu déçue de ne pas avoir eu cette information avant, forcément, hein, parce que derrière, bonjour les critiques quoi, qui ont fusé, et puis c'est sûr que la médiatique n'a pas fait de cadeau, quoi. Hein. C'est sûr que la personne qui lui a interdit de parler, elle ne l'a pas crié sur les toits non plus, hein, ça n'est pas vanté. Hein. Sachant que justement, cette même personne, quand elle est intervenue dans les médias, ça a été pour l'enfoncer. Donc, voilà, c'est pour la petite histoire, quoi. Alors, encore une fois, et pour finir sur le sujet, parce que c'est pas trop on n'est pas là pour parler de Tony Chaperon, mais c'est ça. Non, c'était la partie communication, finalement, psychologie entre les joueurs et voilà, ça fait partie aussi du truc. Tout à l'heure, je l'avais dit, hein, qu'on n'était pas là pour faire le jugement. Non, mais surtout qu'en plus de ça, Tony, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il faut le connaître, c'est quelqu'un de très. On le voit maintenant quand il est consultant sur Canal. Il a une fine analyse et on voit que c'est quelqu'un de très intelligent, qui a un certain humour. Et si peut-être on lui avait à l'époque permis de s'exprimer et pas que ce match-là, peut-être que les gens l'auraient découvert sous un autre angle. Et finir sa carrière dignement, on va dire, aussi, en même temps. Mais pour finir là-dessus, quand un joueur a un comportement répréhensible, si il a un accident de voiture en état d'ébriété, enfin, il fait l'objet d'un fait divers, systématiquement, dans la semaine qui suit, il y a le président de son club, il y a son entraîneur qui commence à le protéger, qui commence à prendre sa défense en disant bon, on va voir ce qu'on va faire, etc. Dans l'arbitrage français, ça n'a pas été le cas pour lui et ça ne sera pas le cas pour les prochains, s'il y en a. Et c'est dommage. Sur la partie de l'assistance vidéo à l'arbitrage, qui est un outil, on le rappelle, qui n'est pas un arbitre, du coup, quel est ton point de vue sur le nouveau système qui a été mis en place du coup depuis maintenant 2 ans en Ligue 1? Alors, évidemment, moi, je ne l'ai pas connu. Quand on me demandait à l'époque si j'étais pour la vidéo, j'ai toujours été pour. De manière générale, j'étais toujours pour tout ce qui pouvait nous apporter de l'aide. Et ça en faisait partie. C'est effectivement un outil, mais l'arbitre central reste le seul maître à bord. Et quand il a été mis en place, moi j'ai toujours dit, on va déplacer le terrain de la contestation de la pelouse au quart vidéo. Et malheureusement, c'est ce qui se passe parce que l'arbitrage du football est à base d'interprétation. Et forcément, les observateurs des matchs, que ce soit les médias, les techniciens du football, et même entre arbitres, on a des interprétations différentes. Tant que c'est pour juger de quelque chose de binaire, c'est-à-dire est-ce que la faute est à l'intérieur ou en dehors de la surface de réparation, là c'est blanc ou noir, c'est facile. Dès qu'il faut juger sur est-ce que la main est volontaire ou involontaire, est-ce que le joueur qui est en position de hors-jeu influence son adversaire ou tire un avantage de sa position, c'est les termes de la loi. Et bien là, peut-être qu'on va avoir des interprétations différentes et du coup, ça va relancer les polémiques. Mais d'une manière générale, je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec moi, au niveau technique, ça apporte une aide aux arbitres. Alors après, à contrario, et là, parce que là maintenant, c'est difficile avec l'expérience qu'on a depuis 2 ans d'avoir un avis tranché parce qu'il y a du pour et du contre. C'est tellement récent finalement qu'on ne peut pas en fait dresser de bilan à proprement parler de l'assistance vidéo. Il faudrait peut-être attendre encore 4 ans peut-être. De toute façon, effectivement, c'est un outil qui est nouveau, donc je pense que l'outil lui-même et puis les arbitres vont s'améliorer aussi parce que c'est quelque chose qu'on leur a mis dans les pattes. Bon, il y a eu des tests, il y a eu des entraînements, il y a eu des formations.
Mais d'un coup de baguette magique, on ne devient pas spécialiste du VAR, alors que 6 mois avant qu'il soit mis en place, on ne savait pas que ça existait, quoi. Du coup, je sais plus, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais oui, il y a du pour et il y a du contre. Le contre, mais là, on pourra pas l'enlever, et ça sera un mal pour un bien, c'est que ça enlève, et ce que disait Platini, c'était ses arguments quand il était contre, c'est que ça enlève la spontanéité. La spontanéité et un certain esprit du football. Alors, la spontanéité, ben, c'est quand un joueur marque un but, il va faire le tour du terrain, il va enlever son maillot, il va sauter dans les bras de tout le monde, et puis au bout de 2 minutes, on va lui dire: oh, papa, il n'y a pas but. J'étais hors jeu. Donc, forcément, ça va. Ça amène la frustration. Ça amène de la frustration. Alors, du coup, un joueur qui va marquer, il va peut-être pas fêter ça comme il aurait fêté auparavant. Enfin, ça enlève Et le un peu public aussi qui fête le but alors que finalement il est revu et annulé. Voilà. Ça enlève aussi cette notion de spectacle, parce que c'est spectaculaire, tout cet engouement, etc. Ça met la clim dans le stade. Et aussi, ce qui. Ben, moi, je classe ça dans la catégorie du contre, enfin, du mauvais, c'est que maintenant, un joueur qui va être hors jeu de 2 millimètres, ben, le but va être refusé. Alors qu'avant, on disait, quand vous avez un doute, quand l'assistant avait un doute, il fallait qu'il laisse l'avantage à l'attaque. Là, maintenant, il n'y a plus d'avantage à l'attaque. Ou il est hors jeu ou il n'est pas hors jeu. Donc, on a vu, en France, il n'y a pas eu trop de polémiques à ce niveau-là, mais il y en a eu beaucoup en Angleterre, parce que peut-être qu'il y a eu plus de cas, je ne sais pas, où ils ont refusé des buts pour une pointe de pied, ou voilà. Pour moi, c'est un peu dommage. Voilà. Mais à contrario, il y a eu des décisions qui ont été prises grâce à la vidéo, qui n'auraient pas été prises sans ça, parce que ça va vite et parce que l'arbitre ne peut pas tout voir. Et voilà. Et ce n'est pas l'équipe de France qui va s'en plaindre non plus, quoi. Dans les inconvénients, est-ce que ça peut être aussi un motif, parce qu'il y a le classement des arbitres qui est fait, comme là il est tombé aujourd'hui. Ouais, Est-ce que ça déclasse l'arbitre si effectivement il a fait une erreur et qu'il a été corrigé par l'assistance vidéo? alors, j'ai parlé de classement des arbitres fédéraux là tout à l'heure. Il faut savoir que toutes les catégories amateurs, on va dire, sont classées. En professionnel, c'est un peu plus complexe. Et en Ligue 1, alors là, c'est l'opacité complète. Donc, un arbitre va être content de prendre la bonne décision au final s'il est aidé par la vidéo. Je pense qu'il ne va pas. Si il siffle un penalty, que son collègue dans le. Alors, on dit le bus, mais ils sont tous réunis maintenant dans un media center sur Paris, hein, mais on va continuer à dire le bus. Si son collègue dans le bus lui dit: tu devrais aller voir les images parce que je pense qu'il y a quelque chose, enfin voilà, et qu'il s'aperçoit à la vidéo qu'il s'est trompé, l'essentiel pour lui, c'est de prendre la bonne décision. Et donc, du coup, il va la prendre. Et s'il ne la prend pas en disant: oui, mais alors si je modifie parce que la VAR m'a aidé, derrière, il aura pris une mauvaise décision et ça va être pas bien pour lui non plus. Donc, au final, ça ne rentre pas en ligne de compte pour savoir qui va monter, qui va descendre. C'est la DTA qui décide sur des critères qui lui sont propres, qui va descendre de Ligue 1 en Ligue 2. Mais ça ne rentre pas en cause dans l'utilisation de la vidéo. Je ne crois pas une seule seconde. J'ai une question sur les réseaux par rapport à la main dans la surface avec la nouvelle règle qui dit main, c'est penalty. Qu'est-ce que tu en penses de cette règle? Non, déjà, c'est pas vrai, c'est pas bon ce que tu dis ou ce que notre ami internaute a dit. C'est pas parce qu'il y a main qu'il y a penalty. Alors là, on sépare deux types de mains, les mains des attaquants et les mains des défenseurs. Les mains des attaquants dans la surface de réparation, du moment qu'il y a un contact, qu'il soit volontaire ou pas, du moment que le joueur attaquant garde le contrôle du ballon ou marque d'un but, le but est refusé pour une main. Après, il y a les mains des défenseurs. La main du défenseur, pour être sanctionné, il y a encore cette notion de volontaire ou pas.
faut qu'elle soit volontaire. Ça, c'est le grand principe. Et après, il y a des critères d'appréciation. Alors après, c'est toujours compliqué de théoriser une action de jeu. Mais après, on estime que si le joueur écarte les bras et que le ballon va touche sa main ou son bras, il a écarté les bras, donc il a augmenté sa surface de contact, donc du coup, il doit être sanctionné. S'il a la main à hauteur de la tête, voilà, comme ça, si on me voit, même si c'est pas volontaire que la ballon va à la main, il n'a pas à avoir cette main, c'est pas naturel, donc la main doit être sanctionnée. Par contre, il y a eu aussi des bémols à apporter, c'est que si le ballon touche une partie du corps avant de toucher la main, là, la main ne doit pas être sanctionnée parce qu'on considère qu'elle n'est pas volontaire. C'est un rebond, donc voilà. Ce que je viens de dire, j'espère que ça fait prendre conscience à ceux qui nous écoutent et qui nous voient, que ce n'est pas évident de juger un contact même ballon dans l'instant T avec la pression, l'adrénaline, le public, les joueurs, etc. C'est vraiment pas facile du tout. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a un contact même ballon d'un défenseur qu'il y a pénalty. C'est pas systématique. Et d'où cette notion d'interprétation qui peut peut-être amener des différences d'opinion selon si on supporte l'équipe qui a fait la main ou celle qui aurait bénéficié d'un penalty. Je prends l'exemple de Kimpembe face à Manchester United la saison dernière en Ligue des Champions, qui coûte l'élimination du PSG en huitième. Il est face au but, sauf qu'il saute, le ballon lui touche la main en plein vol, mais lui ne voit pas le ballon arriver. L'arbitre, est-ce qu'il doit siffler le penalty ou pas? Si le joueur, lui, est face, lui, au but, le défenseur, hein, et le ballon, lui, tape dans la main, mais le joueur ne le voit pas. La question est compliquée. Hein. Le problème, est-ce que c'est compliqué pour moi d'y répondre parce que j'ai pas vu l'action, donc c'est un peu difficile de me prononcer sur ça. Mais si, en fait, si le joueur ne voit pas qu'il fait main, bon. Après, il est comme je dis dans le contre-jeu. Hein. Que ce que je vais dire ne soit pas pris comme argent comptant parce qu'encore une fois, je n'ai pas vu l'action et c'est toujours compliqué de se prononcer. Alors, c'est déjà compliqué en voyant l'action, c'est encore plus sans l'avoir ou l'avoir vu. Mais encore une fois, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, où était la main de Kimpembe au moment où il y a eu le contact? Est-ce qu'elle est au-dessus de la tête? Si elle est au-dessus de la tête. Est-ce que c'est une position naturelle? Voilà, c'est les questions qu'il faut se poser. Après, encore une fois, si ça se trouve, il y a tellement de sujets à aborder. Et puis bon, j'aurais une proposition à faire aussi en extérieur, pas en direct. Mais en tout cas, merci d'avoir participé à ce live. Pour la première fois, on a accueilli un ancien arbitre international français. C'est très sympathique d'avoir répondu présent à cet appel, et Total Sport Média, Radio RG30 te remercie en tout cas d'avoir participé. Alors, c'était avec plaisir. Et puis moi, je vous remercie justement d'avoir donné la parole à un arbitre, pour un ancien arbitre, qui a pu peut-être expliquer des choses aux gens qui nous ont écoutés ou vus, et peut-être faire avancer un peu le schmilblick et la cause des arbitres. Merci à vous aussi. Merci Philippe, c'est très gentil. Et on se retrouve la semaine prochaine. On prend un peu le week-end là, hein, le week-end de l'Ascension là. On va se reposer et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouveaux live sur Facebook. Merci Philippe. Merci également à Jérôme sur Radio RG30 pour nous avoir fait ce magnifique décor qui est juste en bas. Voilà, j'espère que Philippe le verra juste après. Voilà, c'était quelque chose de très sympathique. Merci et à très vite sur Total Sport.